On va parler de soins non programmés avec Guylaine Kiefer qui va me rejoindre, puisque il paraît que votre région a été pionnière nationale dans la mise en œuvre de ces dispositifs de soins non programmés, premier projet dans le Bas-Rhin. Vous nous expliquez en quelques mots les grands principes du fonctionnement, et puis après on va regarder la télé. Très très vite, oui. Alors on a souhaité, sur 2 départements, mais on a démarré par le 67, relever un défi. Le défi, c'est que la médecine libérale est en capacité de s'organiser pour prendre en charge ces soins non programmés, dont on le sait qu'ils engorgent massivement les urgences aujourd'hui, même si les pourcentages varient au fil, je dirais, des mois, puisqu'on entend qu'aujourd'hui, on est passé de 40% de patients dans les urgences qui relèveraient de la médecine de ville à une dernière étude publiée qui ferait état de 6%. C'est drôle, hein. Quand on commence à s'organiser, finalement, il y a moins de patients qui pourraient en bénéficier. C'est pas grave, très vite, très très vite. Donc ce défi, c'était de se doter d'un numéro d'appel simple, facilement mémorisable pour les patients, le 116-117, de mettre en place une colonne de régulation libérale, médicale, au sein du centre 15, du CRA 67, de se doter d'un outil, un système d'information qui s'appelle Entracte et qui permet de solliciter de façon géolocalisée des médecins libéraux, généralistes, installés qui s'abonnent pour prendre en charge ces patients, de valoriser l'acte de soins non programmés, mais surtout et avant tout de s'appuyer sur une grande campagne de communication pour que les patients connaissent ce dispositif et le numéro, bien entendu, parce que sans appel, notre dispositif ne sert pas à grand-chose. Je crois que vous avez concerné 12 000 patients, c'est ça ? Environ 12 000 dossiers, oui, ont été créés depuis le début de l'expérimentation. 230 médecins abonnés, dont 148, je crois, enfin les derniers chiffres, il me semble, on est autour des 140-150 en dehors de la communauté urbaine de Strasbourg, puisqu'on sait que la vraie problématique, elle se situe surtout hors la ville, où là, les médecins sont, plus on va dans les campagnes, plus ils sont débordés, plus ils sont difficiles à mobiliser, et que, in fine, on est quand même très content de ce chiffre de médecins abonnés. Alors, vous êtes une terre pionnière, et les pouvoirs publics regardent évidemment ce projet, hein, comment ça se passe, et vous avez donc fait la une du Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Une plateforme d'ailleurs qu'on utilise déjà dans le Bas-Rhin. C'est le 116-117 à Strasbourg. Désengorger les urgences, comment faire perdre à certains patients la mauvaise... Un numéro pour guider les patients vers des médecins généralistes de garde. RMC. Afin de... Info, talk, dans le Bas-Rhin, un nouveau numéro de téléphone gratuit est mis en place, le 116-117, qui a été créé en 2018 par l'Union régionale des professionnels de santé et qui est financé par... Quel com', hein ? Chouette. Alors, vous nous avez donné le nombre d'appels, donc très exactement 11 300 appels qui ont été traités. 2-3 autres données que j'aimerais que vous nous commentiez, celle-là par exemple. Oui, 70% des appels qui sont traités par nos médecins régulateurs libéraux se résolvent par un conseil médical. Je crois que c'est quand même une donnée importante. Alors après, il va y avoir l'évaluation de ce dispositif et que peut-être, il ne faut pas non plus faire cocorico d'emblée, peut-être que parmi ces 70% de conseils, il y a des patients qui vont se rendre quand même aux urgences. Et je crois que l'évaluation aura toute sa valeur et toute son importance de pouvoir identifier
parce que c'est compliqué finalement de mesurer l'impact et l'efficacité d'un tel dispositif, de savoir si réellement on agit sur les comportements des patients. Est-ce qu'un patient, une fois qu'on lui a donné un conseil, il s'en contente? Est-ce qu'une heure après, finalement, il ne panique pas et qu'il décide pas? Il y a des comportements de rejet, genre mais non, il faut venir me chercher, il faut que je vienne. Ah, bien sûr, je peux vous assurer que c'est très difficile le métier de régulateur libéral, parce que c'est des appels au secours pour nous qui relèvent de pathologies simples et qui ne nous inquiètent pas nous en tant que médecins, mais que le patient vit comme une urgence ressentie, certes, qui n'est pas une urgence vitale, mais lui, il veut une réponse tout de suite, le patient. Et donc un tiers font l'objet d'une demande de prise en charge, en consultation ou en visite. Vous avez aussi une donnée intéressante sur les motifs des appels. Oui, alors finalement, au fond, il y a une part d'appels où les gens font, je dirais, directement le numéro 15, puisqu'on voit que ce qui est ancré dans la mémoire collective de nos patients, c'est quand même ce fameux 15 qu'on appelle, c'est l'appel au secours, même quand on a le dos bloqué. Or, ce n'est pas le bon numéro pour le dos bloqué. Et ça, c'est une très faible partie des patients. Et pour les autres, mais c'est tous les patients qui, au fond, en tout cas la cible, qui se rendraient aux urgences parce qu'ils n'ont pas joint leur médecin traitant, parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution quelle qu'elle soit. Et cette cible-là nécessite évidemment une grande campagne de communication. Et cette cible-là, c'est toutes ces pathologies courantes de médecine de ville, de médecine générale, qu'évidemment on traite au quotidien, mais qui pour le patient, sur le moment, est une réelle urgence ressentie. Voilà. Puis vous avez créé le métier d'effecteur. Alors, ce sont ces fameux médecins que notre chargée de mission, Carole Ramousset, qui est présente dans la salle et dont l'ARS en assure le financement, puisque c'est quand même un travail partenarial que l'ARS a bien voulu soutenir. J'insiste parce que je dirais que ça a été courageux de la part de l'ARS de soutenir une telle expérimentation qui était quand même innovante, complexe, complète, qui nécessite des moyens conséquents. Et nous avons donc, grâce à Carole Ramousset, notre chargée de mission, rencontré énormément de médecins, allé à différentes réunions, et 230 médecins effecteurs sont les médecins qui ont accepté de prendre en charge des soins non programmés, de s'abonner donc au dispositif Entrac pour accepter les patients. Alors on va accueillir l'un d'entre eux, Pascal Mévard et Florent Herzog, qui est médecin régulateur. Venez messieurs. Oui, restez avec nous bien sûr. Ah, c'est pas vous. D'accord. D'accord. Au revoir. Voilà. Et sont eux. Voilà. Alors, qui est le régulateur, qui est l'effecteur? Voilà. Bon, comme vous voulez. Moi, je suis le régulateur. Bon. Moi, l'effecteur. Comment se passe votre vie? La mienne? Ouais. Ça va. Donc, Florent Herzog, vous êtes jeune installé. Bon, c'est le binôme, et vous allez nous expliquer. Donc, je crois que vous êtes installé depuis 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, je suis installé à Markelsheim, donc au centre d'Alsace. Voilà, dans le 67. C'est une opportunité pour vous qui s'est présentée? Alors moi, je faisais depuis quelque temps de la régulation pour la permanence des soins, donc de nuit et les week-ends. Et donc on a été sollicité pour intervenir en journée, ce qui était nouveau, puisqu'auparavant les appels en journée étaient régulés par les médecins du 15, donc c'est absolument pas le cœur de métier. Et donc j'ai été intéressé par cette expérience-là, et je trouve que c'est effectivement assez concluant. Alors, c'est maintenant une permanence qui a lieu en journée également. Comment ça se passe? Est-ce que vous confirmez? Oui, je pense les statistiques que donnait le docteur Kiefer. Expliquez-nous là au quotidien. Alors loin de moi l'idée de contredire les statistiques, d'autant que je ne les ai pas. Mais ce que je constate effectivement dans la pratique, et là, moi c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup, on parle beaucoup d'effections quand on parle de soins non programmés. Et moi je crois beaucoup en la capacité de la régulation à quand même solutionner beaucoup de choses. Et donc la statistique était donnée de 2/3 de conseils médicaux. Moi je me retrouve là-dedans. Et en fait, on répond par la régulation à cette demande, finalement à cette angoisse. Enfin, je veux une réponse maintenant. Et en fait, on se rend compte que très souvent, on arrive à apporter une réponse.
Ouais. Et parfois, la réponse, ça peut être de dire vous prenez tel traitement et puis vous consulterez demain et ça ira très bien. Et... On peut le faire là? Je suis impatient. Oui. Je vous appelle. Alors vous ne me voyez pas. On a même les images Ouais. parce que du coup c'était la demande qui m'avait été faite de montrer un peu à quoi ça ressemblait. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça fait rêver, c'est plein de lumière naturelle. Voilà. Mais donc ça montre un peu qu'on est. On dirait aiguilleur du ciel là. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être tour de contrôle, mais il y a comme. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le fonctionnement de la régulation habituellement pour le 15, mais c'est peut-être utile de le rappeler, qu'il y a des assistants de régulation médicale. Vous êtes au même endroit, hein? Oui, on est au même endroit. En fait, à côté, sur le bureau d'à côté, vous avez un régulateur du SAMU et vous avez des assistants de régulation médicale qui décrochent les appels. Donc la première personne qui décroche, c'est un assistant de régulation. Alors, je fais le 116-117, Voilà. donc ça sonne, vous décrochez au bout. Non, l'assistant décroche. L'assistant décroche. Il vous demande comment vous vous appelez, où est-ce que vous habitez, et le D'accord, motif de votre donc, appel. J'habite à Markolsheim et j'ai une gastro, j'en peux plus, j'ai peur de me déshydrater, il faut venir me chercher tout de suite. Voilà. Donc on va poser un petit peu des questions pour évaluer le niveau de gravité, pour voir quelle est la réponse qui est appropriée. Alors si vous avez une gastro-entérite sans complications particulières, l'urgence médicale est peut-être pas évidente. On va voir un petit peu avec vous ce que vous avez fait comme traitement, si vous avez déjà pris des choses. Alors je suis allé chez le pharmacien, j'ai pris l'Imodium, ça ne voilà. sert à rien. mais finalement vous allez pas si mal. On se rend compte que vos symptômes ils sont quand même en train de s'améliorer et que peut-être que Est-ce simplement que je dois boire? Est-ce que je voilà, dois... donc on va vous donner un petit peu de conseils d'hydratation, de réalimentation progressive, et puis on va vous expliquer qu'en fait vos symptômes ils vont s'améliorer spontanément. Comment se passe l'organisation des médecins régulateurs libéraux? Donc vous êtes allé là-dessus. Est-ce qu'il y a des groupes, des opportunités? Je ne sais pas qui peut répondre. Vous, madame? Vous parlez des libéraux, de ceux qui sont effecteurs ou de ceux qui sont régulateurs? Les régulateurs, on est sur les régulateurs, oui. Ah, mais les régulateurs, ils viennent de tout le Bas-Rhin. Alors, on a 3 associations en fait, de médecins qui participent à cette régulation. On a l'ADPS Bas-Rhin qui regroupe l'ensemble des médecins hors communauté urbaine de Strasbourg et qui prennent des gardes notamment, tous ces médecins qui sont impliqués à la fois dans la régulation et très souvent dans la permanence des soins. Et puis on a l'association Assume 67 et SOS Médecins 67 et ces 3 associations remplissent à eux 3 le tableau de garde de régulation de 8h à 20h du lundi au vendredi. C'est tous des gens qui ont une activité d'effection, c'est des gens qui voient des patients, qui sont des 2 côtés de la barrière, c'est assez important aussi, je pense. Vous sentez que... Est-ce que vous sentez que la mayonnaise prend? Vous êtes au contact patient direct, vous? Oui, complètement. Je pense que ça apporte vraiment une réponse. Ce que disait Lylène tout à l'heure, que finalement, le 116-117, il est de plus en plus connu et de plus en plus sollicité. Mais au départ, ce qui a beaucoup fait travailler les régulateurs libéraux en journée, c'est les appels qu'on nous réorientait du 15. Et déjà d'être en capacité, la médecine de ville, à prendre en charge ces appels qui nous concernent, qui n'ont rien à faire au 15, c'est déjà un grand progrès. Alors, l'effecteur, Pascal Mévard, comment ça se passe concrètement? Pardon, oui. Non, je disais, effecteur, comment ça se passe concrètement? Une fois que l'appel est arrivé au régulateur, quand il y a un besoin d'un avis médical qui s'est avéré, donc on va recevoir un message à partir de l'application Entracte, à laquelle on est abonné. Ça se fait donc sous forme de SMS. On va savoir qu'on a 2 minutes pour dire si oui ou non on peut prendre en charge ce patient qui est dans notre territoire proche, qui est proche de notre cabinet en général. Que ça va se faire soit en consultation au cabinet, soit en visite. Donc ça, on reçoit cette information et on va répondre à cette demande, donc en disant qu'on la prend en charge ou pas. C'est totalement basé sur le volontariat. Si on décide de la prendre en charge, donc on a les coordonnées de la personne concernée. On a aussi le motif de consultation ou le motif de visite qui est affiché. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir rappeler la personne, le demandeur, et donc si c'est au cabinet, on va dire voilà, je suis prêt à vous recevoir dans 1 heure, dans 1 heure et demie, enfin on peut donner un créneau. Et si c'est en visite, on dit voilà, je serai dans ce secteur à tel moment, donc je passerai vers telle heure. Tiens, en vous écoutant, je repense à la petite musique des propos de Sébastien tout à l'heure, qui disait, les amis,
si vous ne prenez pas les dispositifs, d'autres les prendront. Là, c'est le médecin libéral qui garde le manche. Tout à fait. C'est ça qui est important. Hein. C'est fondamental. Et c'est vraiment ce qui nous a motivés. Je crois qu'aujourd'hui, M. Birban le disait, si on ne prend pas notre destin en main, d'autres le feront à notre place. Et on ne peut pas se louper. Vous êtes à des rendez-vous, là. C'est vraiment maintenant qu'il faut que la médecine de ville se mobilise, parce qu'on sait bien que d'autres s'empresseront de le faire à notre place. C'est quoi le sens de votre engagement là-dedans, vous pourquoi vous dites, allez, j'y vais? Alors, je me suis souvent demandé quand, après coup, je revois un patient qui est passé par les urgences, donc quand je suis médecin traitant sans avoir fait appel à moi, ils sont partis directement aux urgences. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, je reste poli, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, pour passer des heures et des heures avant de voir un médecin, avant de sortir avec un traitement, et souvent après avoir fait des examens qui ne sont pas toujours très pertinents. Bon, ça c'est un autre sujet. Et aussi, donc, ils vont emboliser le service des urgences. Et d'un autre côté, ça c'est un versant aussi à laquelle on est de plus en plus confronté. On entend des vraies urgences qui sont parties au service d'accueil et qui ont passé aussi beaucoup de temps. On entend la queue des VSAB, des véhicules de pompiers, des ambulances qui mettent un certain temps à arriver jusqu'aux urgences parce que justement le service est plein de personnes qui n'ont rien à y faire et qu'on pourrait prendre en charge en tant que médecin traitant, en tant que médecin généraliste dans nos cabinets. Quel retour des patients vous captez? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les quelques-uns que j'ai vus, je crois que le niveau de satisfaction était bon. Et pour les patients qui ont été vus par des confrères dont je suis le médecin traitant, j'ai un très bon retour aussi. Hein. Ils sont tout à fait satisfaits. Et en général, j'insiste aussi en leur disant, voilà, vous avez bien fait, parce que sinon, oui, vous auriez passé 6 heures aux urgences, vous auriez fait 30 km en plus pour arriver, parce que pour nous, le service d'urgence le plus proche, il y en a 2, ils sont tous les 2 à 30 km. Donc non, les retours sont vraiment positifs. Est-ce que c'est aussi un moyen oui. Est-ce que ce dispositif vous permet de mieux vous reconnecter aux soins primaires, sujet sur lequel clairement, oui. La profession s'est peut-être un peu perdue. Je pense qu'on se réapproprie des actes de médecine générale. De base. Oui. Je le vois un petit peu pour les actes. J'ai repassé un petit peu en revue mon historique en tract là tout à l'heure, avant l'intervention. Donc, c'est vraiment de la médecine générale pure. Hein. Donc, c'est vraiment des actes qui n'avaient rien à faire du tout aux urgences. Et c'est notre métier. C'est vraiment notre métier. Jean Herzog, en complément. Oui, moi je partage totalement l'analyse de Pascal sur le côté réappropriation de cette activité. Enfin, c'est un constat d'échec, effectivement, quand on reçoit un patient en consultation et qu'on a un compte rendu des urgences et qu'on se dit, mais c'est dommage, j'aurais pu le faire, ça. Et donc je pense qu'être en capacité de proposer une réponse à ce niveau-là, c'est vraiment très très précieux. Et c'est satisfaisant pour les patients, vraiment. Moi, les retours que j'ai sont très positifs aussi. Les patients, ils veulent juste être pris en charge. La com de ça, c'est dans les cabinets, c'est où? Partout. Partout. Ils sont partout. C'est dans les cabinets, dans les pharmacies, dans les EHPAD, on va lancer ça dans les centres médico-sociaux, les PMI. Et puis, il faut aussi de la com grand public proactive. Hein. Donc en janvier, on va relancer cette com parce qu'une campagne one-shot, on sait que ça ne suffit Bien pas sûr. pour que ça s'imprime de façon définitive. Hein. Voilà. Oui, peut-être, ça, tu l'as dit en introduction, mais c'est vrai qu'en t'entendant parler avant, je ne peux pas m'empêcher de penser au SAS. Je ne sais pas ce que j'avais dit. On peut en parler. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de se dire qu'on essaye de mettre des choses en place avec un numéro qu'il faut des mois, des années pour que ça rentre dans les mœurs et de se dire que peut-être dans 6 mois, on remet tout à place. C'est triste à entendre. Ouais. Sur le quart d'heure qui va suivre, on va échanger avec la salle et vous poser une question. Alors, on a besoin de ces écrits, hein, donc n'hésitez pas à écrire, à nous envoyer avec la plateforme. Donc, reprenez vos smartphones. Donc, vous écrivez et vous prenez la parole avec le micro qu'on va vous donner, bien sûr. Je rappelle le code RPCDNK. Et la question qu'on veut vous poser... on est pionnier, on est en expérimentation, vous avez vu les premiers impacts et les premiers retours d'expérience. La question à vous poser, c'est quelle perspective pour un tel projet et exprimer aussi les éventuels freins,
les difficultés attendues, hein, parce que s'il y a massification, comment on gère? Bon, toutes les questions, toutes les remarques, toutes les contributions, et vous nous les envoyez par écrit, c'est important pour la suite du travail de votre union régionale. Donc on va laisser à l'écran vos post-it qui vont arriver, et puis je vais aussi vous donner la parole, bien évidemment. Alors, qui veut la prendre? Donc un micro là-bas, et vous, madame? Bonjour, je suis le docteur Arnaud, je suis enseignante en campagne et je suis la présidente de la CPTS du Sud-Toulois. Donc la première chose, nous on a buté beaucoup sur ce qu'est un soin non programmé. Effectivement, les gens nous répondent autour des médecins du secteur, les soins non programmés, on les assume. Donc on a vraiment une information à faire passer sur le type de soins non programmés. Les gens ont peur qu'il y ait une inflation d'appels qui ne soient pas vraiment des soins non programmés, mais que les gens veuillent intervenir, avoir une réponse immédiate parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils partent le lendemain, parce que, bref, en fonction de leurs impératifs journaliers. Autre question, est-ce que vous avez déjà un retour au niveau du SAMU? Est-ce qu'il y a beaucoup moins d'actes de médecine générale au niveau du SAMU? Une question qu'on s'est toujours posée également, c'est pourquoi il y a peu eu de régulation au niveau du SAMU. C'était quand même pas normal qu'il y ait un afflux comme ça au niveau des services d'urgence et qu'à aucun moment, alors qu'on l'a quand même demandé bien des fois, qu'il y ait une régulation qui soit faite dans les structures qui accueillent des urgences. Alors peut-être que c'est encore utile maintenant, ça sera moins utile après, une fois que le 116, 117 sera généralisé. Mais pour l'instant, le 117 n'est encore pas généralisé non plus. Donc qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui freine, etc. Voilà. Quelques questions. Très bien. Merci. Alors sur la première question, le risque, c'était bien ça la première question, le risque d'inflation et d'utilisation inappropriée ou excessive du système. Alors je rappelle, et je ne l'ai pas dit, que c'est le médecin traitant qui est en priorité sollicité. C'est-à-dire que quand un patient appelle, le premier médecin à être sollicité, c'est le médecin traitant. Donc on remet quand même le patient dans le parcours de soins. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça, c'est vraiment la mission du médecin régulateur. On fait énormément de pédagogie au téléphone. Oui, moi je voulais rebondir là-dessus et je pense que la réponse à la question, elle est dans la qualité de la régulation. Si la régulation est bien faite, il n'y a pas de demande inappropriée qui est transmise au médecin effecteur. Ça me paraît... Voilà. Si le patient nous appelle en disant écoutez, je vous appelle parce que je suis passé à la salle de consultation, mais il y avait 10 patients dans la salle d'attente, c'est sûr qu'on ne va pas, nous, aller déclencher un autre médecin pour aller voir ce patient. Je crois que c'est vraiment dans la façon dont les médecins régulateurs régulent, et c'est des médecins qui sont assez stricts, je pense, pour remettre de façon, de telle sorte que le patient ne se vexe pas, ne se sente pas agressé, bien entendu, mais de le remettre quand même dans le droit chemin, entre guillemets, c'est-à-dire de lui rappeler que c'est avant tout une consultation qui peut être faite dans la journée, que si le cabinet de son médecin est ouvert l'après-midi, il se rend au cabinet et on ne fait aucune demande dans ce cas-là. On n'est pas là pour alimenter la demande. Deuxième question, rappelez-moi. SAMU, oui, comment SAMU. ça se passe? Quelle réaction? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Action sur le SAMU, on devrait normalement prendre en charge davantage de dossiers. Aujourd'hui, on est autour de 5%, ce qui n'est pas beaucoup, alors qu'on sait que 30 à 40% des appels au 15 relèvent de la médecine de ville. Mais là, c'est une acculturation lente et progressive aussi avec les hospitaliers, parce qu'aujourd'hui, les assistantes de régulation médicale qui décrochent n'ont pas l'habitude ou n'ont peut-être pas encore confiance aux médecins libéraux, ce n'est pas leur univers habituel et elles ont tendance à avoir peur peut-être de passer au régulateur libéral et de continuer à transférer au régulateur hospitalier qui malheureusement, lui, a plus tendance effectivement à envoyer des moyens. Je voulais juste revenir encore sur la question parce que la gestion des demandes inappropriées, moi dans ma projet de CPTS de Centre-Alsace, on en a parlé aussi, et il y avait beaucoup de retours quant à la teneur des appels qui sont parfois transmis, notamment plus sur les gardes de nuit, mais aussi de jour. Et là, la CPTS, elle peut aussi avoir un rôle dans le dialogue avec la régulation, et peut-être que ça peut se construire. Ok. Ouais. Vous prenez connaissance des post-it pour y répondre, monsieur, et après monsieur. Globalement, ce que j'entends sur Strasbourg, c'est quelque chose qui existe depuis des années sur la Moselle, avec effectivement des régulateurs libéraux qui sont au 15, 24-24 et qui du coup ont l'habitude de prendre des appels qui relèvent de la médecine générale à côté des régulateurs hospitaliers.
et Médigarde. Et pour être président de l'association de permanence des soins sur de l'agglomération Messine, c'est vrai que c'est très important d'avoir des rencontres entre les effecteurs d'un côté, les régulateurs de l'autre, parce que ça permet aussi d'avoir, quand on est de garde, et je fais des gardes, d'avoir le collègue qui est aussi médecin généraliste et qui à un moment donné va être en capacité de me donner des informations ou de m'aider à traiter le patient ou de m'envoyer en me disant je ne sais pas, là j'ai une situation qui m'enquiquine, peut-être que je te déclenche pour rien, mais en tout cas, moi j'ai besoin qu'il y ait un œil médical qui soit là. Et je pense que c'est important qu'il y ait effectivement des régulateurs libéraux. Mais j'ai l'impression que sur l'Alsace, c'est effectivement la mise en place de quelque chose qui existe depuis très longtemps sur la Moselle, puisqu'on a ces régulateurs libéraux à côté des régulateurs hospitaliers. Alors, Alsace, Moselle, hein, c'est votre sujet aussi ici dans cette région. Hein. Les Lorrains. Non, mais visiblement, la Lorraine était en avance là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alsacien reconnaît ça. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Il faut bien voir qu'à Strasbourg, en journée, c'était les urgentistes du 15 qui décrochaient les appels de médecine libérale. Quoi. Enfin, donc on vient de loin. Ouais. Oui, monsieur, je vous en prie. Et après, on balaye tout ça, là? Oui, sans problème. C'était pour intervenir sur la problématique de la refondation des urgences. Au-delà de ce projet qui me paraît très intéressant, de la régulation libérale me paraît fondamentale. Mais quand on écoute les médias grand public, la seule chose qu'on entend, c'est que s'il y a un encombrement des urgences hospitalières, c'est la faute des libéraux qui sont insuffisamment organisés. Mais à aucun moment, on entend le président de la FHF se poser la question, quelle est l'organisation au sein de ces établissements ? J'ai des cheveux blancs, j'ai quelques années de recul par rapport à mon exercice. Par le passé, il y avait des consultations ouvertes hospitalières dans les spécialités. Actuellement, pour avoir un rendez-vous de second recours dans les hôpitaux, faut passer par une plateforme téléphonique. Vous avez rendez-vous quand il y a le temps, très loin aussi. Il n'y a pas que les libéraux qui sont chargés. Et il n'y a plus de consultations ouvertes. Si vous voulez avoir un avis hospitalier en journée, vous êtes obligé de passer par les urgences. Ça contribue également à l'encombrement des urgences hospitalières pour avoir simplement un avis, parce qu'on n'arrive plus à aller directement à une consultation ouverte dans une spécialité. Je suis ORL, en ophtalmo, en dermato. Par le passé, il y avait des consultations, les gens arrivaient le matin à 8h, et les internes, les CVS prenaient la pathologie courante. Et tout ça, maintenant, passe par les urgences pour gérer ce flux. Donc, il est de bon ton de rappeler aussi qu'il n'y a pas que les libéraux. Peut-être que la structuration du fonctionnement hospitalier pourrait peut-être être rediscutée également. Voilà, on est dans une structure URPS médecins libéraux. Je pense qu'il est aussi de notre mission de rappeler un petit peu les choses. Ça fait partie des motifs d'engorgement qu'on connaît tous, hein, et il y en a plein d'autres. Hein. Je veux juste rebondir là-dessus aussi. Il y avait un post-it, on ne les voit plus les post-it, mais il y en avait un qui évoquait ça sur le positionnement de l'hôpital, parce que clairement l'hôpital n'est pas toujours clair là-dessus. Voilà, il y a un post-it sur quel intérêt financier ou autre pour l'hôpital de garder les patients dans la filière d'urgence, et c'est une vraie problématique, parce que l'hôpital a clairement un intérêt financier à ce que les patients continuent à venir pour la pathologie bénigne aux urgences, et si on n'intègre pas ce questionnement-là dans la réflexion, on passe à côté. Oui, alors je suis le vilain petit canard, puisque moi je suis hospitalier et je suis représentant de la FHF. Voilà. Donc, je suis président de la CME des hôpitaux civils de Colmar et je fais partie d'un groupe contact avec Madame Kiefer, justement pour voir comment on peut se rapprocher les uns des autres. Alors, l'hôpital est malade, mais un certain nombre d'entre eux essaient de se soigner. Moi, je souligne ce qui se passe à Metz parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant que l'ACPTS travaille en lien avec les structures hospitalières, publiques ou privées d'ailleurs, et que c'est un élément fondamental. Mais pour répondre à votre interrogation, et je prends à témoin Marcel qui est dans la salle, aux hôpitaux civils de Colmar, on a un numéro dédié de 8h30 à 18h30 pour les médecins généralistes, dans toutes les spécialités, pour des avis, des consultations urgentes, semi-urgentes, hospitalisation urgente ou semi-urgente.
et que ceci permet une souplesse d'avis qui était en effet probablement assez difficile à mettre en place auparavant, et que donc il y a des choses qui existent, nous ne sommes de loin pas le seul hôpital à le faire, et que plus on se parlera ensemble, plus on travaillera ensemble, et plus on évoluera vers ce mode de fonctionnement compris des uns et des autres, et plus on abandonnera notre sport national qui est de rejeter au silo d'à côté l'ensemble des responsabilités sans essayer de voir ce qui, dans le propre sien, pourrait être amélioré, je pense que nous évoluerons beaucoup. Donc, ne nous servons pas de ça comme argument pour ne pas avancer, avançons. Avançons comme à Metz, les uns avec les autres, avançons là où il y a des initiatives qui sont favorables et positives, et je crois que c'est ça l'avenir de la médecine, pour le meilleur service de nos patients. Vous êtes co-responsable. Alors, je passe par la case Marcel, très vite, et après, on y va. Juste 2 secondes pour fortifier ce que vient de dire Dr Jean-Marie Veud, le président de la CME-DHCC des hôpitaux civils de Colmar. Pour effectivement, Colmar, ça fonctionne bien, le Centre Alsace, ça fonctionne bien depuis très longtemps. Heureusement qu'on a deux GHT dans le Haut-Rhin. Voilà. Alors, on balaye, vous y allez, Madame Kiefer? Il y a de quoi faire. Oui. C'est drôle parce que tout ce qui est écrit là, ce sont des questions qu'on nous a déjà posées 10 000 fois, donc c'est très bien parce qu'on a toutes les réponses. Bien, alors on commence par les rouges. Allez-y. N'est-ce pas une ubérisation de la médecine avec des effecteurs freelance ne faisant que cette activité médicale-là? La réponse est non, puisque ceux qui répondent, ce sont bien les médecins de cabinet, avec effectivement sur Strasbourg la participation d'SOS Médecins, qui n'intervient qu'en 2e sollicitation. Ce qui veut dire que lorsque le médecin régulateur sur la communauté urbaine de Strasbourg a besoin d'un effecteur et qu'il envoie la demande, SOS Médecins ne répond pas à la première demande pour que justement les médecins de cabinet puissent répondre. Première réponse, et que, encore une fois, le rôle du médecin régulateur est bien, je dirais, de faire de la pédagogie auprès du patient. On n'est pas là pour un service immédiat, on est là pour donner la bonne réponse, le juste soin à la bonne demande et à la bonne pathologie. Entrac contourne le parcours de soins? Non, puisqu'on remet évidemment le médecin traitant systématiquement dans la boucle. Et il faut savoir que tous les médecins peuvent être abonnés à Entrac sans être pour autant effecteurs, ce qui leur permet d'avoir justement la connaissance et la lisibilité du parcours de leur patient qui est pris en charge par leurs confrères sur le territoire. Nécessité de la régulation à l'entrée des SAU? Oui, bien sûr, ça fait des années, on en rêve. Là, je m'adresse à monsieur qui vient de parler, dont je partage tous les propos, bien entendu. Mais la vraie vie est parfois un petit peu plus compliquée et on sait bien que la régulation à l'entrée des urgences, il y a de la résistance. On aimerait bien mettre en place des expérimentations de réadressage, de véritables sas de régulation, mais on a encore beaucoup de résistance. Mais je ne désespère pas qu'on arrive à expérimenter, à démontrer que c'est peut-être ça la bonne solution. Vous voulez ajouter un point là-dessus? Oui, non, juste sur la régulation de l'entrée des urgences. Moi, je pense que la régulation, il faut la faire avant l'entrée des urgences, surtout. Enfin, oui, au téléphone. Si déjà on demandait aux gens d'appeler avant de venir, on progresserait énormément. Il y a un petit post-it sur la régulation des portées, donc je saisis la balle au bon. Moi, je milite pour. Lilène. Voilà, la régulation des portées. Voilà. Oui. Je saisis la balle au bon, mais voilà. C'est une demande forte mais de la profession. Ça ouvrirait la possibilité de réguler à des médecins qui ne sont pas forcément à côté du CRA local. Donc je pense que ce serait un plus, justement, pour ne pas déconnecter l'effet de sion de la régulation. Est-ce que tu veux répondre à Allez-y, des questions? prenez. Est-ce que je ne sois pas toute seule à répondre? Bon, interopérabilité avec les SAMU, on l'a un peu évoqué. Allez-y. Donc oui, parce que la preuve, moi je ne suis pas SOS du tout, donc je suis effecteur, mais j'ai jamais été SOS, je ne suis pas, je pense que je ne le serai jamais. Moi j'ai rajouté un petit post-it aussi, parce que ça c'est un vœu en tant qu'effecteur, c'est qu'on puisse élargir le procédé, donc le 116-117 aux autres professionnels de santé, en deuxième recours. Oui, d'accord. C'est-à-dire que quand moi je suis intervenu, j'ai besoin peut-être d'un bilan sanguin en urgence, et de pouvoir à ce moment-là, sans que ce soit moi qui appelle et qui organise le recours au laboratoire d'analyse médicale, j'aimerais bien qu'on puisse, que la suite se fasse
pareil pour l'intervention d'une infirmière, d'un médecin, d'un spécialiste. Là aussi, voilà, si je ressens le besoin d'avoir un avis spécialisé rapide, que ça puisse aussi rentrer dans le cadre du 116-117. Ok. D'autres questions? Oui. Alors, le patient impatient, où est-ce que c'est? Le 116-117 pour les patients impatients. Bien sûr qu'il y a des demandes qui sont, je dirais, exagérées, abusives, injustifiées. Mais il y a un moment donné où il faut se poser la question, tous ces gens-là qui viennent à l'hôpital et qui engorgent et qui génèrent une file d'attente de 6 heures, il y a un moment, il faut se poser la question, comment on les prend en charge? Puisque ce sont des patients impatients qui sont allés aux urgences alors que ça ne relevait pas des urgences. So what? On peut dire, oui, c'est des impatients. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? On vous pose la question de à quand la généralisation et corollaire, quel modèle économique? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? L'expérimentation est financée pour 3 ans. Ce qu'on espère, c'est que l'évaluation en soit positive et qu'au terme des 3 ans, à travers les CPTS, dont une des missions socles est bien la prise en charge des soins non programmés, la mise en place d'organisations et qui dispose de financement, qu'il y ait une mutualisation, et c'est possible, la CI le permet, c'est-à-dire que l'ensemble des CPTS d'un département pourrait se mutualiser sur la prise en charge des soins non programmés sur un modèle commun, qui pourrait être celui-ci ou un autre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer et dire c'est le seul dispositif. Non, je pense que chaque territoire doit pouvoir être en capacité de construire ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, sur le Bas-Rhin, il y a quelque chose qui existe. Donc, probablement, serons-nous amenés à échanger entre CPTS du Bas-Rhin pour savoir si c'est le bon dispositif qui va bien pour tout le monde. J'aime bien la question. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais revenir sur le post-it intéressant dans la théorie, mais problème de l'implication de médecins débordés et peu motivés. C'est sûr. Après, je pense que ça rejoint la question de est-ce qu'on se saisit de cette part de notre activité qui, pour le moment, nous échappe, en tout cas pour une bonne partie. Et je pense que la médecine libérale a une capacité de réponse. Finalement, le volume de patients qui déborde ou ne déborde pas les urgences, ça dépend un peu des études, ça dépend à qui on demande, mais il y a quand même une partie de l'activité de médecine libérale qui arrive aux urgences. Et si on la rapporte à l'activité actuelle des médecins généralistes, en fait, on se rend compte que c'est loin d'être énorme et que c'est tout à fait absorbable par la médecine libérale. Avez-vous un avis? Est-ce que c'est un sujet de l'Union? Le post-it en bas à gauche. Quand est-ce que l'on donnera des moyens conséquents pour éduquer à la santé en amont plutôt que de répondre de façon consumériste à la demande de soins? Vous avez 2 heures. C'est un vrai sujet, évidemment, mais que dit la profession là-dessus, quoi? La profession ne peut qu'encourager à l'éducation, à la santé. Les CPTS auront aussi, probablement, vont s'emparer de cette mission. C'est aussi une mission de santé publique et de service public. Moi, je dirais que le médecin n'est pas non plus la réponse à tout dans l'éducation à la population. Parce que faire une campagne, souvenez-vous, les antibiotiques, c'est pas automatique. Je ne sais pas si l'assurance maladie est toujours là, mais combien ça a coûté à la CNAM? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Je pense que, évidemment, il faut y mettre les moyens, il faut savoir ce qu'on veut et se donner les moyens de l'objectif qu'on veut atteindre, tout simplement. Mais on ne peut que partager, bien entendu. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Donc, on continue l'expérimentation. Oui. Et vous aurez dans une actualité qui reste incertaine. Ouais, mais vous êtes un peu une vigie là, dans ce truc-là, c'est bien. Alors je vois qu'hier, il y a un médecin ici, le docteur Messier de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, qui est venu présenter un bel exemple de coordination urgence libérale. Bon, il y a des gens qui étaient là parmi vous hier? Ouais. Vous nous en dites 2 mots? Bonjour, donc André Bernet, je suis directeur de Pulsi. Alors en fait, j'étais ici même hier, il y avait une journée sur l'intelligence artificielle en santé, organisée par le CHU de Nancy. Et on a eu une présentation très éclairante d'un docteur qui a quand même traversé l'Atlantique pour venir nous la faire, donc je voulais vous la faire partager aussi, sur un outil développé plutôt à l'hôpital, mais qui avait cette particularité, donc l'objectif étant de réduire le délai aux urgences et de gérer la coordination aval et amont avec
la médecine de ville sur son territoire. Et donc, bon, c'était juste une invitation, voilà, à regarder cette expérience outre-Atlantique pour nous inspirer, parce qu'un des enjeux de l'accord qui a été évoqué ici, de la coordination et de la meilleure prise en charge des soins non programmés, c'est cette coordination entre l'hôpital et la ville. Essentiel. Merci. Merci beaucoup, merci à vous et bonne chance pour la suite.